Bonjour à toutes et à tous. Merci à Aurélien et puis Aurore de nous avoir invités aujourd'hui pour présenter effectivement cette étude qu'on a menée avec Anaïs. On va peut-être se présenter, vous l'avez fait, mais donc moi je suis Aurélie Geng, je coordonne donc l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Je suis chargée de la mission d'observatoire des pratiques au regard de l'éthique. C'est une mission qu'ont tous les espaces de réflexion éthique régionaux. Et je coordonne aussi un réseau des comités d'éthique locaux, donc au sein des établissements de santé et médico-sociaux de la région. Et on co-coordonne avec Anaïs aussi la cellule de soutien éthique qu'on avait mis en place au moment de la pandémie. Et on est au CHU donc de Dijon. Et donc Anaïs travaille avec moi sur la mission observatoire. On a une formation en sociologie. Et donc c'est dans le cadre de cette mission observatoire des pratiques qu'on a mené une étude qui porte donc sur les enjeux éthiques de l'accès aux soins et à la santé des migrants, donc dans notre région. C'est une étude qui a débuté en septembre 2019 et qui s'est terminée à l'automne 2020. On a diffusé le rapport en mars dernier. Et avant de démarrer précisément cette présentation, une petite précision quand même. Bien évidemment, dans le temps qui nous était imparti, on ne pourra pas vous présenter tous les résultats. On en a sélectionné une partie. Je vais passer rapidement sur les aspects de méthodologie. C'est pas ça qui nous importe aujourd'hui. Mais vous pourrez, rassurez-vous, consulter l'intégralité des résultats si ça vous intéresse dans le rapport d'étude. On vous mettra à la fin la diapo avec notre site internet. Donc quelques mots sur la méthode. Donc il s'agit d'une étude qualitative dont l'objectif principal, mais comme toutes les études qu'on mène au sein de l'Observatoire, c'était donc d'identifier les points de tension éthique que rencontrent les acteurs qui sont impliqués donc dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes migrantes, adultes, donc de plus de 18 ans, qui nécessitent une consultation médicale dans un lieu dédié. Donc là, vous l'aurez compris, donc la population qu'on a étudiée, ce sont les migrants adultes. On a fait le choix, parce que pareil, on était contraint dans le temps, de ne pas étudier les mineurs non accompagnés. Par contre, la population qu'on a interrogée, ce sont les professionnels, enfin les acteurs de terrain. Haute précision également, dans le terme migrant, on a pris une définition très large. On ne connaissait pas le champ, donc on a pris tout ressortissant étranger étant dépourvu de titre de séjour à son arrivée en territoire français, et quel que soit son statut administratif, juridique ou encore l'ancienneté de sa migration. Voilà, il fallait qu'il ait un problème de santé et qu'il consulte effectivement un lieu dédié pour ça. Le deuxième objectif, mais qui découle du premier, c'est qu'on identifie des points de tension, des difficultés plus pratiques, j'y viendrai après. Et puis notre rôle en deuxième analyse, c'était d'en faire émerger des enjeux de santé publique, ou en tout cas des enjeux éthiques spécifiques de santé. On a choisi de saisir la dimension éthique de cet accès aux soins à la croisée de trois regards, donc celui du sanitaire, du social, mais aussi de l'associatif. Et donc la population d'enquête, ce que je vous disais juste avant, donc on a interrogé des salles de santé, mais aussi des travailleurs sociaux, donc qui travaillent dans des établissements de santé, qui prennent en charge des migrants. On a été aussi dans des centres d'hébergement dédiés. Et puis on a rencontré des membres d'associations. Le recueil de données, donc on a procédé ce qu'on appelle par entretien semi-dirigé. On a fait des entretiens individuels, mais aussi collectifs, notamment dans les passes. Et donc on a réalisé au total 28 entretiens. De septembre à décembre, donc le lancement de l'étude, on l'a fait principalement donc dans les permanences d'accès aux soins de santé. Et c'est là où on a fait la plupart des entretiens collectifs, et ça c'était plutôt bien parce qu'on pouvait rencontrer toute l'équipe. Enfin, toute l'équipe, c'est des petites équipes, mais ça nous permettait d'avoir une pluralité des regards sur la prise en soin. Et puis ça nous a permis aussi d'avoir tous les autres contacts pour la deuxième phase des entretiens qui a eu lieu de février à mars 2020, juste avant le premier confinement. Et on a fait donc effectivement avec tous les autres acteurs les entretiens. Notre terrain d'enquête, pareil, je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour que vous ayez quand même une idée de où on a pu aller, on a fait donc 19 établissements de santé, dont 13 passes, vous voyez que c'est notre terrain d'enquête principal. On a été dans 5 associations ou fédérations
locales. On a fait une nationale, hein, le comité pour la santé des exilés. On est allé à Paris pour rencontrer le directeur ou président, c'est directeur, hein, directeur. Et on a été dans 4 centres d'hébergement pour migrants, dont 3 pour demandeurs d'asile. Donc voilà un petit peu ce qui est pour les éléments de méthode de cette étude. Les résultats, ce qui est important de noter, c'est on a relevé, en tout cas les acteurs de terrain, ce qu'on vous dit, ce qu'on n'est pas nous des spécialistes ni de la précarité, ni de la prise en soin des migrants. Donc on va vraiment vous rapporter ce que nous ont dit les acteurs de terrain. Dans un premier temps, ils n'ont pas identifié forcément d'eux-mêmes des points de tension éthique ou des questions éthiques. Ils nous ont fait part plutôt de problématiques de terrain, de difficultés pratiques. Et c'est ce qu'on va vous présenter là. Et nous, on a, voilà, c'est ce que je dis dans l'objectif secondaire, essayé de les transformer en questions ou en jeux éthiques. Alors, donc, on a interrogé au final 46 personnes, hein, de ces 28 entretiens individuels et collectifs. Ça fait 46 enquêtés, principalement voilà, féminins. Et dont le métier était, on a surtout rencontré des assistantes sociales et des médecins. On a sorti 4 thèmes principaux de cette étude, en tout cas des entretiens qu'on a menés. Le thème principal, c'est donc la barrière de la langue. C'est un accès au droit qui est complexe. C'est aussi un accès à certains soins qui est problématique. Et pour finir, une relation d'accompagnement et de soins qui met en difficulté des professionnels. Donc moi je vais vous présenter le premier thème, Anaïs vous présentera les 3 autres et puis on fera un focus à la fin sur la pandémie. Alors, la barrière de la langue, donc comme je viens de vous le dire, c'est le thème majeur, c'est le thème qui est ressorti dans quasiment tous les entretiens, avec tous les professionnels, hein, que ce soit du monde social, sanitaire, associatif. C'est vraiment la barrière de la langue qui est ressortie comme difficulté majeure, ou plus précisément l'absence ou le non-recours à l'interprétariat professionnel. Alors soit il n'existe pas dans certains établissements, soit quand il existe, c'est un coût très élevé, et donc les professionnels nous ont dit faire peu recours. Et donc on a pu voir que cette contrainte organisationnelle, budgétaire, eh ben, elle peut avoir des répercussions et des conséquences thérapeutiques. Et on nous a dit combien cette non-compréhension entre le patient migrant et le soignant peut être à l'origine, par exemple, d'un mauvais diagnostic, d'un retard de soins, d'une mauvaise observance dans les traitements. Alors là, on vous a remis un verbatim d'un médecin généraliste. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, mais qui nous dit, voilà, moi j'ai reçu un patient, donc portugais, il m'a dit qu'il était constipacao, donc le médecin pense qu'il est constipé, lui il donne un laxatif, alors qu'en fait ça veut dire enrhumé. Donc voilà, ça peut faire sourire, mais c'était ce type d'exemple qui nous ont montré comme quoi, voilà, la compréhension mutuelle dans la relation de soins, elle est juste fondamentale. Et donc la barrière de la langue, et en tout cas cette absence d'interprétariat, comment ils font pour pallier à ça? Et bien, ils nous ont dit, on va utiliser, on va faire appel à un système de débrouille. Alors ils prennent Google Traduction, ils vont essayer de, comme on dit, baragouiner un petit peu dans un anglais approximatif, qui n'est d'ailleurs pas toujours compris par la personne migrante. On va utiliser la communication non verbale. Mais c'est surtout le recours à un tiers qui a été évoqué dans les entretiens. Alors le recours à un tiers, ça peut être les proches ou un professionnel de l'établissement. On nous a dit dans les établissements, il y a des listes comme ça avec les professionnels et les langues qui sont parlées. Donc on fait appel à un tiers, non formé à la traduction, encore moins au jargon médical, hein, quand c'est un proche. Et donc va se poser ici la question de la place du tiers, de l'introduction du tiers dans la relation de soins. Et ce qui pose problème aussi, c'est quand il s'agit d'enfants ou du conjoint, c'est ce qu'on nous a dit, et particulièrement quand il s'agit aussi de relater des situations de violence, ou de viol, ou de torture. Et puis on nous a parlé de l'accompagnement des migrants par certains travailleurs sociaux ou bénévoles lors des consultations, pour traduire effectivement, pour aider dans la traduction. Et ça aussi, ça a soulevé la question le problème de la détention de l'information médicale. Donc ça, c'est ce qui nous a été relaté par rapport à l'absence d'interprétariat, et on voit combien la barrière de la langue, ça peut être un obstacle dans la relation de soins. Alors,
les questions éthiques que ça a soulevées, mais déjà, donc, on a pu voir, hein, c'est compliqué, mais en tout cas, il n'y a pas de soins sans échange entre un patient et un soignant. Est-ce qu'on peut prétendre à un soin de qualité sans compréhension mutuelle? Et on voit que la réalisation de soins sans interprète, ou via l'introduction d'un tiers dans la relation, elle pose donc un certain nombre de dilemmes éthiques. Et donc là, on en a retenu deux. C'est la question déjà du consentement libre et éclairé du patient. Comment le patient, déjà de manière générale, mais comment le patient migrant peut consentir librement à un examen ou à un traitement médical alors qu'il ne comprend pas ce à quoi il consent. Donc ça questionne même finalement la prise en charge respectueuse des droits des patients. Donc là, on fait référence à la loi de 2002 qui garantit aux patients le consentement libre et éclairé aux actes et aux traitements qui lui sont proposés et le droit d'être informé de son état de santé. Or là, on voit bien que le manque de dialogue entre le patient et le professionnel de santé conduit donc à une absence de consentement, du moins éclairé, du patient, et donc ça va remettre en question son autonomie de décision. Et le deuxième dilemme, ou le deuxième point qu'on a retiré des éléments un peu plus pratiques de ce que nous ont dit les professionnels, c'est qu'effectivement, le recours à un tiers, d'une part, il entrave la relation de confiance entre le patient et le professionnel, et d'autre part, il ne garantit pas, il ne permet pas de garantir le respect donc, du secret médical. Et les questions qu'on a pu en soulever, c'est est-ce qu'on peut s'affranchir des droits du patient pour permettre la communication? Est-ce qu'on peut laisser un membre de l'entourage du patient accéder à ses données médicales et personnelles pour permettre le soin? Donc voilà un petit peu les questions qui ont été soulevées de cette thématique. Bien sûr, on n'a absolument pas les réponses, hein, c'est le principe même du questionnement éthique, mais en tout cas voilà pour la barrière de la langue ce qu'on a pu recueillir. Anaïs, je te laisse la parole pour les autres thèmes. Alors, deuxième grand thème qui est ressorti de nos résultats, c'est donc un accès aux droits complexes, puisque l'accès aux soins des migrants, il est souvent dépendant de leur accès aux droits de couverture maladie. Et même si dans le droit français, on trouve des dispositifs qui permettent aux migrants l'accès à des structures de soins et à la prise en charge de leurs frais et soins de santé, donc un accès plutôt théorique, finalement, on se rend compte que dans la pratique, cet accès aux droits, il n'est pas aussi facile qu'il le paraît. Donc à la fois par le fait de modalités d'accès aux droits de protection maladie qui ne sont pas uniformes sur le territoire, avec des pratiques très hétérogènes de la part des caisses primaires d'assurance maladie de la région dans le traitement des demandes. Donc les professionnels ont pu nous faire part de délais de traitement plus longs dans la gestion des dossiers qui va varier d'une CPAM à une autre, ou à des pratiques dissuasives de certains agents avec des demandes abusives de justificatifs dont les personnes migrantes ne sont pas toujours en possession. On nous a pris le cas d'une demande d'un extrait d'acte de naissance qui avait été demandé pour un droit. Et puis il y a également les divers changements de loi qui restreignent par les conditions imposées l'accès aux soins. Donc, par exemple, pendant la période de l'étude, on nous a beaucoup parlé de la loi du 6 novembre 2019 avec comme mesure phare l'instauration d'un délai de carence de 3 mois pour les demandeurs d'asile, donc 3 mois de présence sur le territoire avant de pouvoir accéder à la protection. Donc tout ça nous amène à questionner le principe d'égalité, puisque l'accès problématique aux droits en raison de demandes diverses de CPAM, ça interroge le principe d'égalité de traitement qui doit être respecté pour toute personne sur le territoire français. Et puis, en second temps, la limitation constatée par le droit de l'accès aux prestations sanitaires, ça questionne plus largement l'égalité d'accès au droit à la santé, qui est un droit de l'homme fondamental et universel, qui est d'ailleurs inscrit dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. Troisième grand thème qui est ressorti des entretiens, c'est un accès à certains soins problématiques. Donc on va commencer par les soins de médecine générale et libérale, puisqu'une fois que les migrants possèdent des droits de couverture santé, ils sont adressés dans le système de droit commun. Et là, les enquêtés nous ont fait part de difficultés majeures dans l'accès à un médecin traitant. Donc à la fois en raison d'une inadaptation de l'offre aux besoins des migrants, donc ça peut être une absence d'interprétariat au sein du cabinet, une temporalité courte de consultation qui
qui ne correspond pas du tout à celle dont a besoin le patient migrant qui a différentes difficultés administratives, sociales, médicales, linguistiques. Et donc les 15 minutes habituelles ne vont pas lui correspondre. Et ces difficultés, elles sont parfois même évoquées comme motif de refus de consultation, donc ce qui complique davantage l'accès aux médecins. Et puis il y a également la saturation de l'offre médicale dans certains territoires, avec des délais très longs de rendez-vous. C'est ce qui nous a particulièrement été évoqué dans les centres d'hébergement en milieu rural, un milieu où il y a déjà des difficultés d'accès aux praticiens et donc d'autant plus pour les personnes migrantes. Et puis enfin, il y a une difficulté majeure d'accès aux spécialistes, notamment les dentistes, alors que les problèmes dentaires sont assez importants pour les migrants. Je pense à cette citation, ce verbatim d'une infirmière d'un centre de santé associatif qui nous dit voilà, il y a beaucoup de problématiques dentaires où on n'arrive pas à répondre aux besoins car il y a beaucoup de demandes et on n'a pas du tout de dentiste. Autre soin, autre prise en soin problématique, c'est donc la prise en soin psychotraumatisme. Donc les psychotraumatismes, ils sont évoqués dans tous les entretiens comme la principale pathologie du public migrant. Pour autant, on a pu constater une absence de psychologues et ou de psychiatres dans les PASS, qui sont pourtant les premiers lieux de soins de la population migrante, ce qui peut donc questionner sur la reconnaissance de ces troubles. Et puis, il y a également une orientation compliquée vers des centres de prise en charge. Les enquêtés ont évoqué à de nombreuses reprises la saturation de l'offre de soins, avec des délais importants pour obtenir des rendez-vous en centre médico-psychologique qui ne correspondent pas du tout à la temporalité du public migrant, et puis aussi des refus de prise en soins qui sont nombreux, alors même que c'est une pathologie prégnante chez ce public, avec des centres qui ne s'estiment pas en mesure de soigner un public qu'ils considèrent comme trop spécifique, et puis certains professionnels qui refusent de faire appel à un tiers traducteur en raison du colloque singulier nécessaire à leur pratique. Et puis enfin, on constate un manque de formation des professionnels de santé aux problématiques de santé mentale de la population migrante, qui requiert une prise en charge particulière et où il y a un manque de connaissance des effets des psychotraumatismes sur le public migrant. D'ailleurs, on peut même interroger l'absence de consultations interculturelles, comme le pratique l'hôpital d'Avicenne à Bobigny ou l'hôpital Cochin à Paris, avec des consultations qui permettent de comprendre les besoins des migrants et de faire une passerelle entre le monde d'origine et le monde d'accueil. C'est des consultations qui associent parfois même l'entourage du patient dans la thérapie, parce que dans certaines sociétés, l'entourage est également concerné par la maladie. Donc, et ça montre des résultats thérapeutiques profonds et durables. Donc tout ça, ça nous amène à questionner d'un point de vue éthique les principes d'égalité d'accès aux soins et de traitement, puisque le soin est un devoir universel, et les difficultés d'accès à certains professionnels de santé, elles interrogent l'accès des migrants à l'ensemble des structures de soins. Finalement, on peut se demander s'il n'y aurait pas un accès aux soins partiels pour les migrants. Et puis cela interroge aussi d'un point de vue éthique le système de santé publique, puisque sachant que les psychotraumatismes sont quasi systématiques chez les personnes migrantes, est-ce qu'on peut envisager leur accès aux soins en y excluant la santé mentale? Il y a aussi tout un questionnement autour du refus de soins en psychiatrie, au prétexte de l'introduction d'un tiers dans la relation, alors qu'il s'agit d'une pathologie majeure de ce public. Et puis le manque de connaissance ou de reconnaissance des troubles psychotraumatiques, il interroge quant à lui finalement le sens du soin. Est-ce que l'on peut soigner quand on n'investit pas la dimension spécifique d'une souffrance? Et puis enfin, le quatrième et dernier grand thème de nos entretiens, c'est donc la relation d'accompagnement et de soins qui met en difficulté les professionnels. C'est vrai que tout au long de l'étude, on a pu constater que les professionnels font face quotidiennement à des difficultés dans l'accompagnement des migrants dans leur parcours de soins, avec des aspects politiques, administratifs, économiques, qui ont des répercussions sur leurs pratiques, avec des divers changements de loi, notamment au sujet de l'accès aux droits qui impactent fortement leur quotidien. Ils font en permanence face à la notion d'incertitude quant à la finalité et puis à la temporalité d'instruction des demandes, ce qui les oblige à prendre incessamment en compte le risque d'expulsion ou de mobilité géographique des personnes qui les accompagnent.
Donc soigner les migrants, c'est comme un défi quotidien pour les professionnels qui est source de souffrance, par exemple face à certaines expulsions qui les affectent particulièrement, effectivement, quand on accompagne une personne pendant des semaines, voire des mois, et puis qu'on la voit se faire expulser, ça se traduit par un fort sentiment d'échec. Ils se sentent souvent démunis, voire même certains coupables face au manque de solutions qu'ils peuvent offrir aux migrants, et notamment en matière d'hébergement. Ils éprouvent également une organisation très cloisonnée du système de santé, d'abord entre santé somatique et santé mentale, ce qui peut s'illustrer par exemple au sein des PASS, où on est plus sur l'aspect somatique, et puis entre le sanitaire, le social et le médico-social, avec un manque de connaissance des modalités de fonctionnement des différents dispositifs qui prennent en charge les migrants, ce qui peut parfois avoir des répercussions possibles sur la santé des migrants, avec des fois de la survaccination ou du sous-dépistage, pensant que tel bilan avait été fait ou non. Donc tout cela, alors même que le patient migrant, en vertu de vraiment de l'interdépendance des problèmes qu'il rencontre, il nécessite une coordination des acteurs, une approche vraiment globale. Donc les propos de ces professionnels, ils renvoient vraiment au fait que soigner les migrants, c'est une bataille quotidienne pour ouvrir des droits, pour obtenir des rendez-vous, pour obtenir une mise à l'abri. Mais aussi, par ailleurs, certains nous ont dit devoir faire face aux critiques et aux jugements des autres professionnels, mais aussi de leurs proches, quant à leur profession et au public accompagné, c'est-à-dire un public qui est constamment discriminé et stigmatisé. Et là, on peut faire référence à cette assistante sociale qui nous dit, voilà, souvent le plus compliqué dans ma pratique, c'est le regard des professionnels au quotidien, des collègues ici en interne, qui portent ces jugements et dont on essaie de se défendre tous les jours au quotidien. Elle dit même avoir arrêté de parler de son travail dans sa famille parce que ça devient plus possible et qu'elle s'épuise à vouloir défendre des valeurs qui ne seront pas celles de ses proches. Donc au final, on voit qu'il y a vraiment une dissonance entre la mission qui est confiée à ces professionnels et les possibilités qu'ils ont de la réaliser, ce qui questionne directement le sens même de leur travail. Ils doivent faire face quotidiennement aux limites de notre système de santé, et c'est ce qui les conduit parfois d'ailleurs à transgresser certaines règles. Donc, certains enquêtés nous ont parlé d'avoir autorisé un migrant à dormir dans un lit d'hôpital pour lui éviter une nuit dans la rue, ou l'avoir accompagné avec son véhicule personnel jusqu'au centre d'hébergement le plus proche pour lui éviter un trajet pénible en plein hiver sans tenue adaptée. Donc on a pu ressentir que pour eux, le fait de transgresser la loi ou la norme, et bien finalement c'était parfois plus éthique que de la respecter. Donc si on conclut un petit peu le travail qu'on a mené, on peut dire que ce travail il montre la complexité des situations rencontrées par leurs migrants dans leur accès aux soins, mais aussi les problématiques de nature éthique que cela soulève pour les professionnels. Donc la population migrante, en tout cas en Bourgogne-Franche-Comté, elle a bien accès aux soins, elle a accès aux soins, mais les problématiques qu'on décrit mettent en exergue finalement un hiatus entre ce qu'offre le droit et ce que montre la réalité de terrain quant à leur accès aux soins, puisqu'il y a un contraste saisissant entre les mesures qui leur permettent de faciliter l'accès aux services de santé, l'effectivité de cet accès et la qualité des soins qui sont prodigués. Chaque étape de leur parcours est en fait marquée par des obstacles et les confronte en permanence à la question des limites. Limites du droit, limites de la santé, limites de la légalité. On peut dire que soigner les migrants, c'est comme un défi pour les professionnels qui éprouvent le manque de moyens suffisants pour répondre à leurs besoins et qui doivent affronter une organisation très normée du système, ce qui crée des risques de discrimination et est source de souffrance. Finalement, le migrant, comme toute personne vulnérable, il éprouve plus généralement le fonctionnement d'un système dans lequel toute différence est perçue comme un problème. Et on peut même se demander si finalement il ne révèle pas au fond les limites de notre système de santé. Je vais passer tout de suite la parole à Aurélie qui va nous faire un petit focus sur la période Covid, puisque notre étude s'est arrêtée les entretiens juste avant le premier confinement. Oui, on en parle suffisamment du Covid, mais on s'est dit que c'était important peut-être de vous livrer en quelques diapos ce qu'on a nous pu recueillir en Bourgogne-Franche-Comté, mais je pense que ça s'applique un peu partout. L'étude s'est arrêtée effectivement en mars 2020, et donc il y a eu le premier confinement. On a eu les quelques acteurs locaux qu'on avait interrogés,
Et on s'est dit que ça pouvait être bien, après la première période, de les interroger. Ou en tout cas, on a interrogé un médecin et on voulait avoir son retour sur... on avait vu, nous, comment ça se passait l'accès aux soins dans notre région en période normale. On s'est dit, mais comment ça s'est passé pendant la pandémie. Donc, quelques propos introductifs, je vais aller très vite, après il y aura juste 3 points à retenir. Retour sur cette année de pandémie, un entretien avec un médecin de base de notre région. Donc, ce qu'il nous a dit, c'est la crise sanitaire, elle a eu sur certains aspects des répercussions sur la population migrante similaires, j'ai envie de dire, à tout à chacun. Il y a eu des répercussions de la crise sur la population générale, les migrants, bien sûr, n'y ont pas échappé. On a fait les mêmes constats qu'en population générale, avec notamment des renoncements aux soins, puisque les patients ont eu peur dans un premier temps de se rendre à l'hôpital. À la différence près, c'est que les migrants, comme on a pu le voir dans l'étude, ils sont déjà confrontés à des obstacles assez majeurs dans leur parcours de soins. Donc les conséquences observées, c'est des pathologies qui sont prises plus tardivement. On nous a parlé de diabète décompensé, des soins plus radicaux à fournir, notamment dentaires, et notamment une accentuation des problèmes de santé mentale. Anaïs, elle vous en a parlé, c'est déjà un problème majeur. Et là, effectivement, ce médecin nous disait que dans la base dans laquelle il travaille, les consultations pour souffrance psychique, elles ont augmenté de manière significative, avec des formes plus sévères, plus fréquentes, et qui s'expliquent notamment par le contexte anxiogène des derniers mois, et puis surtout par la diminution du recours en fait au service. 3 points rapides. Donc ça, c'est le petit résumé de... il y a eu des répercussions comme pour tout le monde, mais un peu plus accentuées quand même chez cette population. Et 3 points à retenir qui questionnent d'un point de vue éthique. Ce qu'il nous a dit, c'est le Covid-19, ça a eu un peu, même beaucoup, de ce qu'il me disait, un effet facilitateur. Pourquoi ? Parce que dès le début de la pandémie, il y a eu des changements dans les directives, dans les circulaires qui ont tous été en fait dans le sens d'une amélioration de la prise en charge de cette population. Et il y a eu des modifications qui ont été opérées sur 2 axes principalement, pas les moindres, la couverture maladie et l'hébergement. Donc il y a eu un accès simplifié à la couverture maladie, une prolongation automatique des droits à l'assurance maladie, une dématérialisation des dossiers, bref, je ne rentre pas dans ces aspects techniques. Mais voilà, en tout cas, l'accès à cette couverture maladie a été simplifié au moment de la première vague. Et puis, en ce qui concerne l'hébergement, il y a eu un hébergement inconditionnel pour tous les migrants. Donc, on a créé des centres d'hébergement d'urgence supplémentaires, alors en particulier pour les personnes atteintes de la Covid. Mais en tout cas, il y a une proposition d'hébergement pour absolument tout le monde. Et donc, finalement, de ce que nous a dit ce médecin de base, c'est que c'est des mesures toutes simples, j'ai envie de dire, qui sont demandées depuis longtemps par les acteurs locaux, et qui ont été mises en place très rapidement, dès le début de la pandémie. Et puis malheureusement, on voit qu'il y a un retour maintenant, alors, comme on l'a dit, à la normale. Elles ont été temporaires, ces mesures, elles se sont appliquées au début, et puis maintenant, les procédures habituelles, elles ont repris leur lot de retard dans l'obtention d'une couverture maladie. L'hébergement, il est redevenu incertain, avec des familles ou des migrants malades qui passent de nouveau parfois plusieurs semaines à la rue sans proposition d'hébergement. Et donc ce médecin nous a dit, mais en fait ces mesures toutes simples mises en place rapidement et maintenant on fait machine arrière, si je puis dire, mais ça interroge sur ce qui a pu conduire à un moment donné les responsables politiques à renoncer à ces mesures justement toutes simples qui sont mises en œuvre rapidement et qui, l'ont montré, sont facilitatrices d'accès aux soins. Et donc il y a une tension qui est perceptible dans le fait qu'au début de la crise, on a des personnes en bonne santé qui ont bénéficié facilement d'un hébergement et d'une couverture maladie par crainte d'une potentielle infection et ou propagation du virus. Alors qu'aujourd'hui, on a certains patients qui sont gravement malades, qui restent à la rue, malgré les diagnostics, les certificats médicaux, etc. Et leur accès à certains soins, il s'avère très limité, voire impossible. Donc ça, c'était le premier point, l'aspect facilitateur et puis retour à la normale de la Covid. Le deuxième point, c'est la disproportion des moyens entre ce qui est alloué pour la Covid et ce qui ne l'est pas. En gros, il y a une gratuité
gratuité totale de tout ce qui touche à la Covid, donc c'est la règle, hein, plus pour longtemps. Mais en tout cas, toute personne, même sans couverture maladie, quel que soit son statut administratif, elle peut se présenter dans un laboratoire public, privé, à l'hôpital, en ville. Et elle peut faire un dépistage SARS-CoV-2. De même, il y a eu des solutions administratives qui ont été trouvées, inventées, créées pour la vaccination et l'enregistrement dans le logiciel SIDEP, y compris pour les personnes qui ne relèvent d'aucun droit à l'assurance maladie. Sauf que ça répond juste à côté des besoins essentiels et primaires de cette population, puisque déjà c'est une population, en tout cas la population migrante primo-arrivante, c'est pas une population à risque a priori, parce qu'elle est jeune, il y a peu de comorbidités. Et puis voilà, puis les priorités de santé de cette population, elles sont pas remplies, c'est-à-dire que comme on a pu dans l'étude, et ce qu'on vous a dit avec Anaïs, c'est que cette population, il y a un syndrome post-traumatique important, il y a besoin de soins dentaires, il y a des dépistages comme l'hépatite B ou d'autres qui sont nécessaires et qui sont prioritaires, et pour le coup, on a un accès à tout ce qui touche à la Covid qui est possible, et pas pour le reste. Et donc ça montre qu'il y a quelque chose de disproportionné, de très asymétrique, nous a dit ce médecin, dans l'accès aux soins des migrants, avec la suppression des barrières pour la Covid et par contre toujours les mêmes barrières pour les autres problèmes de santé. Comment, sur le plan éthique, on peut justifier qu'un patient de 20 ans puisse accéder à un dépistage et à une vaccination contre une maladie qui le menace finalement relativement peu, alors que le même patient qui a besoin de soins dentaires ou de soins psychiques, ou encore qui a besoin d'une prise en charge d'une infection, pourrait réellement menacer sa santé, rencontre des freins qui limitent sa possibilité de soins. Donc voilà la question qui est soulevée par rapport à la disproportion des moyens. Et le troisième point, c'est, je reviens sur la notion de consentement et la question de l'interprétariat, parce que je vous en ai parlé au départ. Donc sur le sujet particulier de la vaccination, dans les centres qui lui sont dédiés, donc tout a été mis en œuvre pour que les migrants puissent se faire vacciner. Sauf qu'il y a un fait notable, c'est qu'il n'y a pas d'interprète, il y a une absence d'interprétariat. Et donc là, ça génère juste une tension éthique, dans le sens où déjà, il est primordial quand même d'expliquer clairement aux personnes l'acte vaccinal, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et puis de s'assurer de la sécurité de cet acte via une vérification de l'absence notamment de contre-indication. Et là, on en revient à ce fameux questionnement qui est de consentir à se faire dépister ou vacciner sans comprendre les enjeux de cet acte, que ça pose un réel problème éthique. Comment le patient migrant il peut consentir librement à un examen, tout à l'heure on disait à un traitement d'ailleurs, à un examen alors qu'il ne comprend pas ce à quoi il consent. Et donc, pour conclure, on voulait vous présenter quand même ces trois points qui étaient importants et qui venaient finalement compléter cet accès aux soins déjà de manière générale des migrants, pour dire que la pandémie, elle a à nouveau révélé ou mis au grand jour finalement les carences du système de prise en soin de cette population. Ils ont accès à des soins, mais il y a quand même des carences. Par contre, elle a, je ne sais pas si on peut dire ça, le mérite, en tout cas, elle a ouvert des perspectives d'amélioration en expérimentant une levée de nombreux freins dans leur accès aux soins et grâce notamment par cette mise en place de ce que je vous disais tout à l'heure, ces petites mesures simples mises en place rapidement qui ont malheureusement, on a vu un recul, mais en tout cas ces petites mesures qui sont demandées depuis longtemps par les acteurs de terrain, ça donne quand même cette perspective et donc il n'y a plus qu'à espérer, un peu ce que nous disait ce médecin, on l'a traduit comme ça, que cette vision plus éthique, en tout cas de leur prise en charge, elle devienne une réelle perspective étatique. Je vous remercie de votre attention et je vous mets la dernière diapo sur laquelle vous avez notre site internet si vous voulez retrouver donc l'intégralité du rapport, les résultats, les autres rapports d'ailleurs de l'Observatoire, parce qu'on n'a pas travaillé que sur les migrants et les activités de notre espace éthique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre exposé très complet sur cette problématique. Je vous propose que on peut proposer peut-être s'il y a des questions dans la salle sur le travail qui est mené, puis pendant ce temps-là que les personnes qui vont nous rejoindre sur la table ronde puissent s'installer. Est-ce qu'il y avait peut-être des questions, des demandes de précision, des remarques, des commentaires sur ce qui a pu être présenté jusqu'ici?
Ce que vous avez mis en avant là sur les effets facilitateurs du Covid, ça se voit dans tous les champs de la santé. Enfin, aux urgences, on a plus de malades dans les couloirs parce qu'il ne fallait pas qu'ils restent dans les couloirs, il y avait des lits pour tout le monde. Et à nouveau, donc c'est vrai que c'est un système qui s'adapte. Ça, c'était la première réflexion. Et puis la deuxième, quand vous êtes allé voir les professionnels et vous les avez interrogés, est-ce qu'ils ont mis en avant un petit peu cette question aussi d'instabilité de la situation de la précarité? Enfin, je veux dire, cette espèce de variation, on a l'impression que la situation du jeudi ne sera pas forcément celle du vendredi. Et ça, je trouve que quand on est en train de travailler sur un temps un petit peu plus long, un plus long terme, ça peut être un petit peu compliqué pour faire des suivis de patients et de l'importance du coup de coordonner les soins, en tout cas d'avoir un réseau, de mailler un petit peu tout ça pour avoir des relais et anticiper les problématiques qui puissent être. Je pense que la question de réseau, elle doit être importante. Oui, tout à fait. C'est effectivement ce qui nous a été dit, cette importance de créer des partenariats. C'est vraiment quelque chose qui avait l'air d'être primordial, notamment pour les enquêtés des passes. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont mis vraiment en avant. Et ce que vous dites, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on a traduit par cette incertitude, le fait qu'on ne sait pas le lendemain si le patient qu'on est en train de soigner, il sera toujours là, s'il sera envoyé ailleurs, ou si finalement il sera expulsé. En fait, on ne sait pas, et parfois c'est compliqué pour certaines problématiques médicales, notamment s'il y a des opérations à faire, parce que finalement, se poser cette question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lance ça au risque que la personne finalement soit le lendemain expulsée ou envoyée ailleurs? Ou alors est-ce qu'on attend, mais en même temps il y a cette pathologie qui est là. Donc c'est vraiment des questionnements, ce que vous dites, qui sont revenus beaucoup dans les entretiens. La thématique de ces 2 jours qui est entre injonction et consentement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choix en fait, et qu'on est déjà dans une perspective de demain ou de l'avenir, et qu'on est une question qu'on ne peut pas forcément se poser actuellement, alors que moi j'ai l'impression que les choses elles évoluent plutôt avec des structurations qui sont de mieux en mieux, et qu'on est plutôt dans une vision plus positive. J'ai l'impression que les échanges que vous avez eus avec les professionnels étaient assez négatifs, enfin avec une perspective un petit peu fermée. Alors que ce type de journée, ou les discussions que nous, ou l'évolution qu'on a à la passe, on a plutôt l'impression qu'on est dans une évolution avec des professionnels mieux formés, des outils d'interprétariat, voilà, des outils qui vont permettre de mieux travailler, et puis aussi par exemple des partages de données, des partages d'informations, et qu'on est plutôt dans comme ça une ouverture qui serait peut-être plus positive. Peut-être qu'on a l'impression d'une certaine lassitude des professionnels que vous avez interrogés. Et puis peut-être après demander le ressenti aussi des personnes qui nous ont rejoints sur alors, la majeure partie des enquêtés, effectivement, il y avait peut-être une forme un peu de lassitude. Alors après, ça dépendait aussi d'une passe à une autre, d'une association à une autre, d'une structure à une autre. Mais effectivement, il y avait un peu une forme de lassitude. Et comme le disait Anaïs, c'est un peu ce côté, on est en perpétuel... il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont faites, voilà, bien sûr, pour les migrants, mais il faut qu'on soit tout le temps à fond, quoi, sur le front. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un état des lieux qui... C'est pas que c'est un état des lieux qui est négatif, mais en tout cas, c'était aussi l'occasion de faire ressortir toutes les difficultés, et pour eux, et pour le public. Voilà, c'était ça aussi. Et puis aussi une certaine variabilité régionale. Rien que nous, c'est vrai, on a pu voir, en fonction notamment des passes, même si ça n'a pas été que ce public enquêté, mais en fait, les situations sont très diverses d'une passe à une autre, donc on peut avoir un ressenti très négatif sur une passe et très positif sur une autre, donc c'est très variable.